à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique avec ses trois fréquences, 88.3, 93.6, 105.9. Une radio que l'on peut suivre sur rfaradio.net et surtout que l'on suit en direct sur notre page Facebook, donc de Jikambout. Et nous nous retrouvons donc chaque dimanche pour une émission d'information et d'échange. La première partie concerne les commentaires sur les faits d'actualité internationale. Et puis, depuis quelques semaines, nous avons ajouté un thème de déconstruction du vocabulaire et de la pensée dominante. Et puis ensuite, nous avons quelques informations sur la situation en Martinique avant de passer à la phase interactive. Alors, malheureusement, pour l'instant, la phase interactive n'est pas encore retransmise en direct Facebook, mais vous pouvez y participer en écoutant sur les ondes et en téléphonant au 0596 03 14 03. Donc, aujourd'hui, nous allons suivre dans le format que nous développons depuis quelques semaines avec 4 points concernant l'actualité qui sont concernent les déchets toxiques italiens qui sont arrivés en Tunisie. Deuxième information, c'est une cyberattaque au niveau international. La troisième, c'est le début de la vaccination dans les pays européens et les réticences des populations, et enfin les actions de Trump qui tentent de semer le chaos avant son départ. Donc une fois que nous aurons parlé de ces 4 faits d'actualité, nous en arriverons au point déconstruction qui va concerner la laïcité, donc qui fait partie de la religion bourgeoise enseignée pour dominer les populations. Alors, nous allons commencer avec la fameuse question des déchets toxiques italiens. Nous remarquerons que pratiquement l'ensemble des médias occidentaux n'ont donné aucun écho à cette importante question. Et quand nous comparons avec le temps qui a été accordé par les charognards qui s'acharnent sur la dépouille du petit Grégory, sous prétexte qu'une nouvelle méthode aurait été trouvée pour identifier le corbeau, on voit bien le rôle joué par les empires médiatiques qui sont entre les mains des multinationales. Alors de quoi s'agit-il? Le lundi 21 décembre, un trafic d'importation de déchets hautement dangereux a été arrêté en Tunisie. Alors, un premier groupe de 70 conteneurs a été trouvé. Ensuite, 212 dans un autre espace. Ces conteneurs étaient importés illégalement au détriment de la législation tunisienne et même de la législation internationale par une société du cru, une société de la place qui s'appelle la Soreplast. Il est absolument impossible que tant de conteneurs partent d'Italie avec des déchets dangereux, donc qui sont supposés suivre une filière de traçabilité pour arriver une fois de plus dans un pays du tiers-monde. Alors, les autorités qui ont découvert ce trafic ont réagi. Évidemment, on a arrêté un certain nombre de personnes, dont un ministre, des cadres des douanes, un directeur de l'Agence nationale de recyclage des déchets, et donc il y aura des procès en cours. Mais au-delà de cette action menée par le gouvernement, il faut replacer ça dans le cadre de cette dynamique autorisée, là c'est illégal, mais la dynamique autorisée pour tous les pays impérialistes occidentaux qui consiste à vendre des déchets toxiques et à les exporter dans des pays du tiers-monde. Alors que ce soit en Haïti, que ce soit en Chine, que ce soit en Malaisie. Bref, il y a des îles qui sont couvertes de déchets qui arrivent tout à fait légalement par des bateaux porte-conteneurs
et qui déversent au mépris de la santé, de l'environnement des pays concernés, dans les pays concernés. Alors, depuis quelques années, ces pays qui recevaient les déchets ont commencé à réagir, puisque, par exemple, au début de cette année, la Chine, puis la Malaisie, les Philippines également, ont renvoyé des bateaux pleins de déchets dans les pays pour leur dire prenez vos déchets, nous n'en voulons plus. Donc, mettant fin à la pratique traditionnelle. Il y en a d'autres, hélas, où les gouvernements sont totalement inféodés aux impérialistes qui continuent à les recevoir. On pense à ce pays frère d'Haïti qui est particulièrement touché. Alors, au passage, il faut rappeler que la société à laquelle les Français veulent livrer le nickel de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki, la Trafigura, c'est celle qui était responsable du crime qui avait été perpétré contre la population en Côte d'Ivoire, où on avait rejeté, où cette société avait rejeté des tonnes et des tonnes de déchets excessivement dangereux et qui avait provoqué un empoisonnement de dizaines de milliers d'Ivoiriens. On comprend pourquoi d'ailleurs la France soutient des gouvernements à sa solde dans ce pays. Donc, dans cette affaire-là, on peut se poser la question, pourquoi n'en a-t-on pas parlé dans les médias? Alors, il est évident que les gouvernements sont au courant de ce honteux trafic, de ce trafic criminel, et que ces pays, soi-disant riches, soi-disant développés, soi-disant civilisés, se débarrassent de leurs déchets, de leur gaspillage, pour pourrir la vie des pays sous-développés. Mais ce n'est pas seulement en matière de déchets, c'est dans tous les domaines. Par exemple, il y a des normes contre la pollution qui concerne les automobiles dans les pays occidentaux, européens en particulier. Donc, des véhicules qui sont trop polluants, ils sont envoyés à la casse, ils sont rejetés, vous recevez des amendes si vous les roulez, mais ils s'embarquent massivement dans des bateaux pour aller être vendus dans des pays africains. C'est un crime contre l'humanité, puisqu'on va polluer, on va intoxiquer des populations sciemment. Et puis ça parle de civilisation, ça parle de démocratie, ça parle de droits de l'homme. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je voulais m'arrêter. Je ne m'étends même pas sur la question des médicaments qui sont essayés ou tout à fait inopérants, des vaccins qui sont expérimentés dans ces pays dominés. Le deuxième point que je voulais aborder concerne les cyberattaques. Nous avons déjà plusieurs fois évoqué ce danger que représente pour l'humanité, qu'est celui de la généralisation des nouvelles technologies, de la soi-disant révolution numérique entre les mains des impérialistes. Chaque fois, nous précisons que le progrès technologique en soi n'est pas condamnable, mais s'il est entre les mains de représentants avérés du peuple qui l'utilisent de façon raisonnable pour faire avancer les choses, c'est une chose, mais si c'est entre les mains de criminels, de vampires qui ne recherchent que leur profit et qui utilisent ces technologies-là pour espionner, pour contrôler, et soumettre à des dépendances technologiques et financières, c'est autre chose. C'est pire que les effets désastreux de la révolution industrielle dirigée par la bourgeoisie. Nous l'avons déjà dit, mais ce sur quoi nous voulons insister aujourd'hui, c'est la question des cyberattaques, de la et piraterie. Parce que vous avez des secteurs mafieux excessivement importants et puissants de par le monde qui infiltrent ces technologies pour faire du chantage, pour faire de la concurrence industrielle, pour manipuler, etc. Et
il y a un article dont on n'a pas tellement parlé, qui quand même a été fait par le journaliste sur France Info, mais dont on n'a pas tellement parlé pour ne pas avoir à tirer les conséquences. Alors, depuis le mois de mars, il y a une offensive planétaire massive de cyberpiratage qui a débuté. Alors, c'est à partir du moment où les grands médias, les grandes sociétés ont installé un logiciel de surveillance que ce piratage-là a commencé dès le début, et à travers cette opération, des dizaines de milliers d'entreprises partout dans le monde, des institutions politiques, et notamment dans l'administration états-unienne, ont été infiltrées. On a parlé aussi de l'Agence européenne de médicaments, qui est basée à Amsterdam, qui a été piratée. Et l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne ont été touchés. Alors, les pirates ont pu avoir des données ultra sensibles sur les vaccins, notamment contre celui de Pfizer et de BioNTech concernant le coronavirus, le Covid-19, et peuvent avoir la main sur tout ce secteur-là. Évidemment, on imagine ce que ça annonce comme dégâts, comme danger. Vous savez, nous avons eu l'occasion de dire que à une échelle moindre, cela a déjà été fait. On pirate les données d'un hôpital et on leur dit, bon voilà, vous avez l'intention d'opérer telle personne du cœur, alors à telle heure, nous allons arrêter tous vos appareils si vous ne videz pas tant de millions sur un compte dans un paradis fiscal. Ça se passe. Ou sur la vie privée, etc. Mais ça, c'est à des échelles. Mais là, ça concerne une offensive planétaire, et je cite là Mitt Romney, donc le sénateur américain, qui a fait la comparaison suivante. Il faut savoir que c'est comme si des bombardiers russes avaient survolé l'ensemble du territoire américain pendant des mois sans être repérés. Alors, c'est pour montrer la dimension de l'offensive. Alors, évidemment, les États-Unis, l'Europe accusent la Chine, la Russie, réciproquement, la Russie, évidemment, et la Chine se démentent officiellement et dénoncent certaines attaques qui sont faites par des puissances étrangères. Mais de toute façon, il est absolument indiscutable que toutes les puissances impérialistes utilisent le piratage et font des cyberattaques contre leurs ennemis. Alors, de temps en temps, on entend qu'on va prendre des dispositions, on va prendre des mesures, mais évidemment, chaque fois que des dispositions sont prises, les hackers montent à un niveau supérieur. Ajoutons que beaucoup de mouvements terroristes, dont Daesh, Al-Qaïda, ont des experts en informatique dont l'un des fonds de lutte constitue le cyberpiratage. Alors, l'article duquel j'ai parlé sur France Info qui attaquait cela signalait en conclusion ceci que je vous livre. Il faut savoir que toutes les civilisations qui ont disparu ou perdu de leur puissance ont été confrontées soit à des problèmes de guerre, de catastrophes naturelles ou encore de grandes épidémies. Or, notre puissance, il parle de la civilisation occidentale, notre puissance actuelle est aussi puissance d'illusion très éphémère. Et il est capital pour notre avenir d'en prendre conscience dès aujourd'hui. Parce que le fond du problème est là. La civilisation occidentale, telle qu'elle est conçue sur la base du capitalisme, de l'impérialisme, avec tous les dangers qu'elle génère, on a parlé du cyberpiratage, on a parlé des catastrophes sanitaires, etc., cette civilisation-là va à sa perte. Parce qu'elle n'a pas une logique qui permet de se prémunir ou d'associer l'ensemble des populations à leur défense.
Alors, quand on parle de ces choses-là, vous mettez le mot à la mode, c'est complotisme, complotiste. On parle des dangers dans les vaccins complotistes, des liaisons avec les laboratoires complotistes. Pourtant, ce sont des réalités absolument vérifiables. Et cela nous amène à parler de la troisième question, le début de la campagne mondiale de vaccination et la montée des résistances. Alors, des chiffres statistiques sont donnés. 20% du personnel de santé disent qu'ils veulent se faire vacciner. Ça veut dire 80% des gens qui sont dans le métier, qui connaissent les questions, qui ont reçu des formations sur les questions de vaccination, disent « je ne suis pas prêt à me faire vacciner ». Ce n'est pas parce que ces 80%-là sont complotistes, irresponsables ou qu'ils veulent que l'épidémie se développe, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des non-dits et des mensonges dans les propagandes gouvernementales. Pour ce qui concerne la population large, au départ, on disait que 55% étaient prêts à accepter, mais que le chiffre est tombé à 40% avec l'annonce du début des vaccinations. Et pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que le gouvernement ne fait absolument pas preuve de transparence, mais que son but, c'est de vendre du vaccin, d'assurer les profits des laboratoires pharmaceutiques et de conditionner l'opinion pour qu'à tout prix, elles acceptent de participer à la grande braderie, au grand marchandage. Mais ceci dit, les gens entendent des points de vue de scientifiques qui ont autorité, qui ont fait leurs preuves, qui disent attention, halte là, il y a des problèmes. Et puis ils entendent que le gouvernement ou l'ordre des médecins fait acte de répression contre les médecins qui osent donner un point de vue contraire. On en a même mis un en hôpital psychiatrique. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté d'étouffer la circulation. On entend par exemple Twitter déclarer qu'il va censurer tous les messages qui mettent en doute la valeur du vaccin. Les gens entendent cela et ça accélère la méfiance, ça attise la méfiance. Mais il n'y a pas que ce qu'on entend, les rumeurs, etc. Il y a des faits et des déclarations qui permettent de dire, halte là, il faut être beaucoup plus prudent. Alors, j'ai sélectionné quelques éléments. Par exemple, quand l'ancien député britannique Dominic Grieve déclare sur Europe 1, cette semaine d'ailleurs, que les déclarations de Boris Johnson concernant la virulence de la nouvelle variante du virus sont exagérées et elles ont pour but de justifier son revirement en matière de restriction. Ce n'est pas un complotiste qui parle, c'est le député britannique Dominic Grieve. Mais quand on entend, quand on ne sait pas, parce qu'on n'entend pas les médias officiels le dire, que le Guardian et le Financial Times, qui ne sont pas des journaux complotistes, qui sont des journaux du système, annoncent que l'Organisation mondiale de la santé a obligé des gens à retirer un rapport qui faisait le bilan du début de la pandémie en Italie. Il y avait donc un scientifique qui s'appelle Francesco Zambon, appuyé par 10 autres collègues européens, qui avait été chargé de faire une étude sur la façon dont l'Italie a géré le début de la pandémie. Et donc, ce rapport a été remis à l'OMS le 13 mai. Le lendemain, le directeur général adjoint de l'OMS, un certain Ranieri Guerra, exige qu'on retire ce rapport, qu'on ne le publie pas. Et puis, on fait pression, c'est Francesco Zambon qui le dit, sur tous ceux qui ont participé à l'enquête pour qu'ils ne témoignent pas, pour qu'ils ne disent pas le contenu du rapport. Alors, que dit ce rapport? Ce rapport l'a dit clairement que le gouvernement italien, les autorités italiennes,
sont responsables des milliers de morts parce qu'elles n'étaient pas préparées, ces autorités, à la gestion d'une crise. Et ça annonce la responsabilité des politiques ultralibérales en matière de santé, fermeture d'hôpitaux, arrêt de programmes de financement, etc. Et montre que s'il y a eu tant de difficultés, c'est dans la gestion de l'épidémie, c'est à cause de ces politiques-là. Comme c'est la même configuration qu'on retrouve dans tous les pays européens, et que l'OMS est en relation avec ces différents gouvernements européens, donc il fallait cacher le rapport. Et le Guardian et le Financial Times parlent clairement d'une conspiration entre le ministère italien de la Santé et l'OMS pour retirer du site de l'OMS le rapport concernant cette gestion calamiteuse de la pandémie. Alors, quand on a parlé de la déclaration du député britannique, on a cette réalité de, j'allais dire non-transparence, de dissimulation au niveau même de l'OMS. Quand on ajoute, par exemple, que le monsieur vaccin du gouvernement Macron, il s'appelle Louis-Charles Viossa, hein? Quand on apprend que ce monsieur a longtemps travaillé au service des lobbies pharmaceutiques, il était directeur des affaires commerciales du laboratoire pharmaceutique américain Lilly. Ensuite, il a travaillé pour Abbott, entreprise biopharmaceutique américaine encore, comme directeur des affaires institutionnelles, et que ce monsieur, c'est le monsieur vaccin du gouvernement Macron. Ça, c'est pas du complotisme. C'est des faits qui nous obligent à poser des questions, à être prudents et à ne pas foncer tête baissée à la suite de la propagande gouvernementale. En tout cas, ces éléments que nous avons donnés confirment qu'il y a confusion entre les intérêts des gouvernements, intérêts politiques, des experts qui sont liés au laboratoire, à Big Pharma, comme on dit, et les institutions internationales pour défendre une politique au service du capitalisme, au service des groupes financiers. Et donc, il faut non pas rejeter l'idée de vaccin. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Parce que la vaccination a déjà montré ses caractères salvateurs dans certains domaines. Mais il faut comprendre que des vaccins entre les mains de vampires et de prédateurs se moquent totalement de tuer ou d'expérimenter. Et puis que des vaccins entre les mains d'un système au service du peuple peuvent être bénéfiques. Pour l'instant, c'est les capitalistes, les multinationales qui ont la main, qui tiennent les rênes. Donc, il faut résister, il faut refuser quand on n'est pas convaincu. Ce n'est pas sous la base de la propagande qu'il faut le faire, mais sur la base de la réflexion, de la consultation des personnels compétentes et non intéressées qu'il faut choisir. Alors, dernier commentaire sur cette affaire-là. À supposer que le vaccin soit bon, à supposer qu'il permette de lutter contre la pandémie. D'accord, c'est bien. Mais est-ce que le problème de fond est réglé? Le problème de fond, c'est lequel? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait de plus en plus de virus et de plus en plus dangereux qui mutent? Si on n'agit pas sur ce point-là, à savoir les questions de changement climatique, les changements en matière d'accès à la santé et à l'hygiène de l'ensemble des populations, etc., etc., on rentre dans un cycle vaccin, épidémie, malade et fascisme, on ne peut plus sortir, etc., qui est inacceptable pour l'humanité. Donc, il faut s'attaquer à ce problème de fond-là. Il y a un deuxième problème de fond. C'est la conception occidentale
la conception occidentale de la santé, de la médecine et des soins. Les Occidentaux vous bourrent de médicaments, de dopants, de façon à agir en aval. Mais cette politique-là a pour effet d'affaiblir les possibilités de résistance naturelle de l'organisme, de tuer les réflexes portés par notre organisme pour lutter contre les maladies, et donc de nous rendre plus fragiles, et de rendre notre corps de plus en plus susceptible d'être victime des agressions. Alors que les méthodes naturelles, le non-abus de médicaments, avec leurs effets secondaires, ont l'effet contraire de consolider naturellement le corps et de le préparer à la résistance contre les attaques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que c'est chez les Occidentaux que le nombre de morts est le plus élevé. Chez les Occidentaux ou dans des pays du tiers-monde dans lesquels, dans les villes, dans les secteurs, les gens ont adopté le mode de vie occidental, les conceptions occidentales en matière de médecine. Donc il faut absolument revenir sur tout cela, faire vraiment un effort de transformation des pratiques. Et je vais terminer en disant que dans la revue Pathogens, qui étudie les questions d'infection, etc., il est précisé par un certain nombre de scientifiques qui ne sont absolument pas des complotistes, des gens qui sont tout à fait respectables et reconnus, que suite à la pandémie et au fait d'avoir prescrit des antibiotiques plus souvent, des microbes pourraient devenir plus résistants. De ce fait, ces scientifiques mettent en garde contre une situation où d'ici 2050, écoutez bien, environ 10 millions de personnes pourraient mourir chaque année d'infections résistantes. Donc voilà, sur ce point, nous ne serons pas plus loin, nous allons sur le quatrième point des formations internationales. Il s'agit des actions de Trump pour semer le chaos avant son départ. Alors, bon, tous les médias en parlent, et puis on critique évidemment cette luberlu de Trump, mauvais perdant, qui veut partir et puis qui veut mettre le chaos avant son départ. Ce n'est pas un bon démocrate, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine de particulier? Premièrement, il rejette le plan de relance prévu par le Congrès pour faire face aux conséquences de la pandémie. Ce plan de relance-là prévoyait de donner des sommes aux plus démunis pour pouvoir manger parce qu'ils sont privés d'activité économique. Bref, et de prendre des dispositions en matière de soins. D'autre part, il rejette le plan, le budget du Pentagone. Alors évidemment, il n'est pas pour nous question de défendre le budget du Pentagone qui est tout d'agression impérialiste, etc. Mais il est question de montrer que le monsieur Trump bloque le projet de budget du Pentagone, du Congrès, du Pentagone qui a été avalisé par le Congrès. Qu'est-ce qu'il fait d'autre encore? Il prépare l'instauration d'un état d'urgence avant le 20 janvier qui lui permettrait d'aller saisir les urnes pour dire, bon, je vérifie, ça a été mal compté, etc. Et vraiment de faire un mini coup d'État. S'il n'a pas pu le faire, c'est parce que parmi ses partisans même, il y a des gens qui s'y sont opposés, il y a grand débat, mais c'était sa volonté, et on ne sait pas encore qu'est-ce qui pourra se faire, parce qu'il faut savoir que le Pentagone, qui n'est pas sans information secrète, est en train de préparer une contre-offensive. Ça veut dire qu'ils prennent ça très au sérieux. Ça, c'était des mauvais coups pour bloquer la machine, etc. Mais il y a l'autre mauvais coup,
qui s'appelle la grâce présidentielle. Monsieur Trump, avant de partir, signe des décrets pour gracier tous ses copains, bandits, voleurs, voyous, tous les scélérats de son entourage. Le beau-père de sa fille, son ancien conseiller qui était mêlé aux affaires de Russie, bref, toute une kyrielle de délinquants en col blanc. Proche. On parle d'une cinquantaine de personnes. Mais pire, le monsieur signe un décret pour amnistier, pour libérer, pour accorder une grâce à 4 mercenaires criminels impliqués dans le scandale du Blackwater. Le Blackwater, c'est une milice armée, une organisation de mercenaires armés qui travaille pour le compte des Occidentaux un peu partout dans le monde. D'ailleurs, à la suite de ce scandale, l'organisation a été dissoute et transformée en autre chose. Ces 4 criminels-là ont été reconnus. Il y a des photos, il y a des preuves, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été condamnés, d'avoir volontairement mitraillé et envoyé des grenades sur des groupes de civils en Irak. Il y a eu 14 tués, 17 blessés, parce qu'ils voulaient rigoler. Ces criminels-là donc ont été condamnés, dont à perpétuité. Trump dit, bon, allez, on passe l'éponge, allez faire vos affaires. C'est ce qui émeut le plus les États-Unis. Mais la réflexion sur laquelle je voulais attirer l'attention est la suivante. Trump pousse à un extrême l'utilisation de la grâce. Mais posons-nous la question, c'est quoi ce droit de grâce présidentielle? D'où vient-il? Est-ce que c'est Trump seulement qui peut l'utiliser? Non. C'est un privilège directement hérité de la monarchie. Vous vous rappelez que dans la première partie de cette série sur les déesses républicaines, on parlait de la continuité entre le régime monarchique et la république bourgeoise. Mais c'est un héritage du privilège du roi qui graciait, qui ne graciait pas, qui a été transmis au président de la République en France. Donc ce n'est pas sans la scélératesse de Trump qui doit nous émouvoir. Elle doit nous émouvoir, on doit souhaiter qu'il soit puni, etc. Mais c'est le principe même que dans un pays soi-disant démocratique, que dans les pays soi-disant républicains, un individu ait le droit de gracier n'importe quel criminel en bafouant le parcours de la justice, le droit des victimes, etc. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Et c'est ce qui nous montre aussi qu'on a affaire à une fausse souveraineté populaire. Quand on parle des démocraties occidentales, nous en avons déjà discuté dimanche dernier. Donc c'est sur cette affaire-là qu'il faut réfléchir et dire quelle autre forme d'organisation sociale devrions-nous avoir pour que la souveraineté populaire soit effective. Donc voilà les 4 thèmes d'actualité sur lesquels je voulais m'arrêter. Peut-être une petite respiration musicale si le technicien est prêt, avant de passer à la partie déconstruction. Voilà, on y va tout de suite. Alors, là, nous allons parler de la laïcité. Vous vous souvenez qu'au début de cette série d'émissions, nous avons dit que notre intention, c'était de déconstruire le vocabulaire et les concepts développés par les classes dominantes pour tromper la population. Et nous avions expliqué que la religion chrétienne qui prédominait en Occident, en Europe en particulier, a été remplacée par une autre religion qui se cache derrière les mots république, démocratie et laïcité, mais qui fonctionne effectivement sous le principe religieux.
pour comprendre ce passage-là, il nous faut revenir un petit peu en arrière sur le moment où la République crée cette nouvelle religion. La révolution bourgeoise de 1789 en France avait pour but de renverser les privilèges de la noblesse, avait pour but de renverser les pouvoirs omnipotents du roi, du monarque, qui s'appuyait sur le droit divin. C'est Dieu qui m'a mis là. Et pour pouvoir contrôler les populations, il fallait que cette nouvelle république bourgeoise lutte contre l'emprise idéologique qu'avait ce régime sur les populations. Parce que, on peut dire ce qu'on veut de la monarchie, les peuples de l'époque étaient fondamentalement croyants, avaient une peur bleue de l'enfer, et quand on leur disait que le monarque représentait Dieu, ben, ils ne discutaient pas, ils se pliaient à sa volonté. Alors évidemment, avec l'évolution des idées, les luttes de classe, l'affaire explose, les intérêts divergents de la bourgeoisie remettent ça en cause, mais c'est la réalité, c'est la prise religieuse, c'est le pape qui a doublé roi, c'est la religion qui domine le système, qui régente le système plutôt. Eh bien, quand la bourgeoisie prend le pouvoir, c'est des gens éclairés, on parle des philosophes des Lumières, etc. Ben, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont bien conscients qu'il faut changer cette idéologie-là, cette emprise idéologique-là, par une autre emprise idéologique. Et c'est pour ça qu'on va idéaliser, déifier la République et donner des dogmes, donner des bases de choses d'idoles à vénérer pour concurrencer l'emprise idéologique. Donc, dès le départ, il y a une volonté réelle. Tous les historiens seront d'accord avec nous. Tous ceux qui sont intéressés par l'histoire peuvent aller vérifier cela pour voir les campagnes avec les dessins, les étoiles, les façons de représenter, comme on représentait la Vierge Marie, on représente la République, etc. Donc, il y a eu un choix conscient pour substituer une religion à une autre. Et donc, depuis le début de cette série, nous avons expliqué qu'il y a eu 3 déesses qui ont été déifiées, glorifiées plutôt, pour que le peuple s'agenouille. La République, on en a déjà parlé, on l'a déjà démystifié. La démocratie, on l'a déjà démystifié dimanche dernier. Et là, la laïcité. Alors, évidemment, les républicains qui ont lutté contre l'emprise de l'Église ne vont pas venir dire, bon, nous avons mis une autre religion, obéissez, sans vous poser de questions, ou vous irez en enfer. Ils vont enrober la chose de rationalité et d'arguments acceptables par tous. Et on va vous présenter, par exemple, la laïcité comme un concept majeur auquel les individus doivent se soumettre, et ceux qui refuseraient de s'y soumettre ne seraient que des gens liberticides. Donc, dans toutes les écoles, en éducation civique, en instruction civique, on apprend la République, la démocratie, la laïcité. Alors, en ce qui concerne précisément la laïcité, vous pouvez aller sur les sites gouvernementaux pour voir la propagande. J'ai retenu un petit placard qui est distribué dans les écoles et qui est affiché partout chaque année où on fait le jour de la laïcité, et qui résume un peu leur propagande et leurs intentions. Alors, beau placard, vous allez voir sur le site du gouvernement. Qu'est-ce que la laïcité? Ce n'est pas une opinion, parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Ces 3 principes et valeurs sont la liberté, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi. Première, la liberté de conscience,
et celle de manifester ses convictions dans les limites des respects de l'ordre public. Alors, on cite quand même 3 phrases pour bien cadrer la propagande. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Deuxièmement, la laïcité garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. Et enfin, de la séparation se déduit, écoutez bien, la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers. La République laïque assure ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Je reprends cette phrase. La République laïque assure ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. Quand on entend ça, c'est bien, c'est beau, ça sonne bien. Et quelqu'un qui dirait je suis contre ça serait effectivement liberticide ou anormal, contre l'harmonie entre les peuples. Sauf que c'est un masque qui est là, qui est très différent de la réalité. D'ailleurs, en relevant très rapidement sur les phrases qui ont été dites, on peut dire qu'il y a déjà des incohérences. La liberté, ce n'est pas une opinion mais c'est une parmi d'autres. La liberté, la laïcité plutôt. La laïcité, ce n'est pas une opinion. La laïcité, c'est un concept. Ce n'est pas une opinion, c'est un concept. Bien. Quand on vous parle de conviction, il s'agit bien d'une conviction de nature religieuse. On croit sans avoir à discuter, à se poser des questions en disant que c'est ce Dieu-là, cette déesse-là qui est valable et aucune autre. Hein? On est intégriste. C'est ma déesse, laïcité, qui est la meilleure formule et pas une autre. Mais ce qui se glisse chaque fois dans ces définitions et qui passe subrepticement, c'est la limite de l'ordre public. L'ordre public. Oui, vous pouvez faire tout à condition de respecter l'ordre public. Mais qui détermine l'ordre public? Qui décide de ce qu'est l'ordre public? Ben, ce sont les gouvernements de la bourgeoisie. Et dans l'explication qui va suivre, on va voir à quoi ça correspond dans la vraie vie. Alors, si c'est vrai qu'en droit, dans les lois, la laïcité, c'est le principe de la séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, et aussi de l'impartialité et de la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses, dans la réalité, dans la vraie vie, ce n'est absolument pas le cas. Prenons, tiens, nous laissons la période de Noël. Posons la question. Est-ce que l'État, les institutions, les médias publics ont été équitables et traité la religion chrétienne comme elle traite toutes les autres religions? Emmanuel Macron a reçu des enfants à l'Élysée, comme à chaque Noël. Non, cette année-là, je crois qu'ils n'ont pas pu recevoir. Non, ils n'ont pas pu. Non, jusqu'à cette année-là, avec le Covid. Mais chaque année, le président reçoit des enfants à l'Élysée pour fêter la Noël. Mais quelle année un président de la République a reçu les enfants musulmans, puisqu'il y en a 7 millions de musulmans en France, pour la rupture du jeûne, du Ramadan, la fête d'Aïd el-Fitr? Donc, manifestement, les institutions, le public, favorisent, non pas un traitement équitable pour toutes les religions, favorisent la religion chrétienne. Et le matraquage de Noël, c'est quoi? C'est toutes les chaînes de télévision avec des films de Noël, hein,
la retransmission des messes de minuit dans les chaînes publiques. Je ne parle pas du privé qui peut encenser la religion qui concerne sa civilisation. Je parle des institutions qui sont supposées avoir un traitement égal pour toutes les religions. Alors, on me dira que la fête de Noël a changé, elle est devenue une fête de famille, une fête commerciale, tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça ne gêne personne. Personnellement, moi qui suis un mécréant, ça ne me gêne absolument pas d'aller dans un chantier de Noël avec mes camarades et puis entre deux pâtés dire Jésus-Christ aujourd'hui, etc. Donc c'est vrai qu'elle a changé de nature cette forme-là. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un excellent article sur la création de la fête de Noël ou les mutations de la fête de Noël qui a été publié sur le site Mediapart et qui est écrit par une anthropologue, Martine Perrault. Mais le fond du problème, c'est quoi? C'est que pendant ces fêtes familiales commerciales, le message chrétien privilégiant une religion en particulier est omniprésent, étouffant. Quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas trouver une chaîne de télévision pour regarder quelque chose d'autre s'il n'est pas intéressé par Jésus-Christ d'aujourd'hui, par le jour de la féerie, etc., la renaissance et par les messes. Il ne s'agit pas de refuser que cela soit fait. Il s'agit de dire que si les services publics appliquaient la religion qui nous enseigne en matière de laïcité, ça n'aurait pas eu lieu de cause. Ou autrement, on aurait eu autant de manifestations culturelles présentant les autres fêtes religieues. Donc, dans la réalité, il n'y a pas équité de l'État. Tellement qu'il y a peut-être 10 jours, les personnels de la culture, les acteurs de la culture se sont manifestés en France pour dire, ben, on nous interdit de faire des spectacles dans des salles, et on tue nos professions et on autorise les messes. On recule même pour dire, bon, on avait toléré 30, mais maintenant on aménage pour que les messes puissent se faire. Alors, est-ce que la religion chrétienne est plus importante que la culture concernant l'ensemble de la société? C'est pour dire que dans les fêtes, il y a 2 poids 2 mesures. Mais pour illustrer encore davantage, je vais donner un exemple dont les médias français ne parlent absolument pas. C'est celui de la Guyane. Imaginez que depuis une ordonnance royale de Charles X en 1828, les autorités guyanaises sont obligées de payer les prêtres. Les prêtres sont payés comme catégorie B et l'évêque comme catégorie A. Depuis 1828, avec la République, ça aurait dû disparaître. Non, ça a continué. Et jusqu'à présent, des sommes assez importantes du budget des collectivités venant des impôts sont payées. Du temps du conseil régional guyanais, donc avant la collectivité territoriale, il y a une procédure qui a été faite. Ils ont voté, ils ont dit non, c'est pas normal, nous sommes dans un pays dit laïque, on n'a pas à payer les prêtres comme on n'a pas à payer les imams, etc. Et ils ont pris une disposition pour arrêter cela. Les prêtres ont saisi, ils sont au nombre de 26, et l'évêque, ont saisi le tribunal administratif de Guyane qui a ordonné au Conseil général de continuer à payer. Et jusqu'à présent, l'affaire continue. Qu'un seul homme politique, qu'un seul défenseur de la laïcité en France vienne expliquer la survivance de cette pratique-là dans un État colonisé, dans un pays colonisé. Et puis, avant d'ouvrir leur bouche pour condamner une dame qui a le voile,
ne doivent-ils pas signer une pétition pour exiger non seulement l'arrêt de cette mesure anti-laïque-là, et le remboursement de toutes les sommes qui ont été indûment payées? Et quand nous disons ça, nous ne nous attaquons pas à l'Église catholique, nous nous attaquons à l'hypocrisie de ce concept de laïcité entre les mains de la bourgeoisie française. Et les prêtres ont à se retourner contre ceux qui suggèrent ce genre d'inégalité, mais les non-religieux, ou même les religieux, les catholiques sincères, doivent dire non, on ne doit pas accepter une inégalité de traitement de cette nature-là, qui est en contradiction avec des principes qui nous sont imposés. Donc, c'était le troisième exemple. L'autre exemple que je veux donner pour montrer toute l'hypocrisie de la campagne pour la laïcité, pour la religion et la déesse laïcité qui est faite, c'est l'attitude en France contre les communautés immigrées. Alors, pour qu'on vous donne la nationalité, et c'est un peu partout dans l'Europe que ça se passe, il faut vous obliger à parler la langue correctement, à connaître l'histoire du pays, de ce pays colonialiste, raciste, etc. Il vous faut connaître, il vous faut vous plier aux us et coutumes de la République une et indivisible. Mais ça, c'est illégal, c'est anormal. Ce n'est pas en correspondance avec les belles phrases dites tout à l'heure concernant la laïcité. Ça correspond à quoi? Ça, c'est que ma communauté occidentale et chrétienne impose son mode de vie, ses façons d'être à tous ceux qui veulent vivre sur le territoire, qu'on appelle immigrés. Quand les Français vont à l'étranger, en Afrique ou n'importe où ailleurs, d'ailleurs, les racistes n'appellent pas ça des immigrés, ce sont des expatriés. Ah, quand c'est un blanc qui va ailleurs, c'est un expatrié, mais quand c'est un latino, un chinois qui vient en France, c'est un immigré. Pourquoi cette différence? Donc ces gens-là, quand ils vont, ils ne sont pas tenus par le pays accueillant de se plier à l'usage de la langue, à l'usage à la connaissance de l'histoire du pays. Combien de Français viennent ici nous diriger, ne connaissent, je dis poliment, ne connaissent absolument rien de notre histoire? Combien de gendarmes qui viennent ici savent le nombre d'assassinats que leurs précédents ont perpétrés? Non. Donc, pour l'immigré pauvre qui vient chercher du travail ou qui fuit la guerre, il est écrasé, il faut accepter la culture du dominant, et sans quoi vous n'avez pas de droit, et vous êtes un terroriste en puissance. Mais pour l'occidental qui va ailleurs, au contraire, je viens vous apprendre comment il faut vivre, je viens vous civiliser. Ça, c'est la preuve concrète que la laïcité n'est absolument pas quelque chose de pratique, de réel dans la vie. La question du voile islamique, c'est le plus bel exemple qui confirme ce que nous venons de dire. Jusqu'à ce que l'État français ne décide de mener une politique islamophobe en se cachant derrière la lutte contre le terrorisme et d'agresser les communautés immigrées d'origine musulmane, le port du voile ne posait problème pour personne. Les religieuses allaient partout dans les services publics avec leur voile. Ça n'étonnait personne, ça ne gênait personne. Mais à partir du moment où la campagne islamophobe a commencé, eh bien le voile, c'est le système, la preuve de l'oppression des femmes par l'islam, par les musulmans. Il ne faut pas tolérer, parce que c'est les hommes qui imposent aux femmes, et c'est l'esclavage. Et puis les féministes bourgeoises, et beaucoup de gens de gauche sont à la pointe de ce combat-là. Nous allons, nous les Occidentaux gentils, aider à libérer ces femmes dominées par la culture islamique.
Mais ils sont bien gentils, ces gens-là. On aurait aimé qu'ils aient autant de passion pour lutter contre les industries pornographiques qui disent aux femmes, pas mettre pièces voile, à une pièce côté, et puis agir contre des bêtes. Ça, c'est pas de l'oppression de la femme. Ce combat-là qui pollue la société française est marginalisé par rapport à la nécessité d'interdire aux gens des voiles. Alors, une des femmes, des mères de famille qui vont accompagner leur enfant en sortie n'ont pas le droit de mettre de voile. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans un voile, dans un service public. C'est une obstruction à la liberté religieuse. Ce n'est absolument pas une défense du droit des femmes. Des femmes ont manifesté en nombre, par milliers, pour dire le voile c'est mon choix, à Paris en particulier. Vous ne pouvez pas m'interdire de mettre un voile si je veux un voile, si ma religion que j'apprécie me demande de le porter. Ah non, plus royaliste que le roi. Non, c'est parce que vous êtes dominé par des islamistes, vous êtes soumis à la propagande, vous êtes infantile au point de ne pas choisir de porter le voile, que vous le mettez. Donc nous luttons à votre place pour que vous l'envoyiez. Alors on voit bien que derrière ce paternalisme subsiste le communalisme suprématiste occidental. C'est ce qui se passe. Alors oui, il faut lutter contre la domination des femmes dans certains pays musulmans, où on oblige les enfants à se marier, ce qui existait en Occident sous la monarchie, 12-13 ans, bien fait. Ouais. Mais il faut aussi lutter contre l'oppression des femmes qui se fait quotidiennement. On lutte contre la polygamie en Afrique, mais je vous laisse chercher le pourcentage d'hommes qui sont polygames en France, sauf qu'ils ont bonne à la maison, qu'ils interdisent de sortir, et puis qu'ils ont, etc., de gens qu'ils enfantent, qu'ils font avorter à l'extérieur, ou à qui ils donnent l'argent du foyer. Une vaste hypocrisie. Donc, le fond du problème dans l'affaire, c'est que les sociétés se développent à leur rythme. Oui, il nous faut lutter contre les oppressions, mais il faut que ce soit les gens qui décident de leur rythme, de leur façon de lutter et que nous appuyons. Nous ne nous substituons pas et nous ne faisons pas semblant de croire que c'est en Afrique que les femmes sont dominées, où la matrifocalité est très importante, et puis que les femmes en Occident seraient libérées du fait de la République et de la laïcité. Tout ça, c'est de l'intoxication de la pensée unique. Et en réalité, le culte de la laïcité sert à la bourgeoisie, aux impérialistes français, de prétexte à mener une offensive contre la religion musulmane parce qu'ils ont des intérêts politiques et stratégiques à attaquer, à mener des guerres, à dominer les pays où les religions musulmanes sont majoritaires. Beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire. Caricature, c'est normal. On peut caricaturer un Dieu, on peut offenser des musulmans en présentant leur Dieu les fesses en l'air. Mais attention, si le film La Tentation du Christ passe en France, on va boycotter les cinémas. Oui, il faut respecter la foi. Si on fait une caricature concernant un juif extrémiste avec ces deux papillotes-là qui pendent, qui massacrent des petits Palestiniens, et puis on fait une caricature, il est dedans, c'est de l'antisémitisme. Et puis on coule votre entreprise, etc. Tout ça, c'est beaucoup d'hypocrisie. Et cela est entretenu par les lois dont on vient de parler, liberticides, mais par le langage du personnage politique, du personnel politique français, sans aller jusqu'aux hystéries de Nadine Morano, mais les déclarations de Marine Le Pen, ou même de Macron, quand il flatte la chrétienté, montre qu'il y a véritablement une volonté d'imposer un communautarisme suprématiste occidental, et c'est le masque qui cache
la laïcité. Donc voilà les éléments que je voulais développer concernant la laïcité. Dans la dernière partie de ce triptyque République, démocratie, laïcité, après cette dernière partie, nous allons aborder un prochain thème dimanche prochain. Ce sont les idées qui tuent l'humanité. Les idées qui ont été imposées par la pensée dominante occidentale et qui tuent l'humanité. Merci donc pour votre attention. Dans quelques secondes, on écoutera Thierry avant de passer à la partie interactive.